Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah déjà, je m'appelle Laurent Marchand. Voilà, j'ai 50 ans aujourd'hui. Enfin, c'est pas aujourd'hui, mais en ce moment, j'ai 50 ans. Et que dire? Je pense que j'ai un parcours un peu atypique. Je suis un gamin des cités. Et voilà, avec une scolarité un peu moyenne. J'ai grandi en me disant qu'en fait, il n'y avait pas de place pour moi. Et puis, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de trouver des gens, des pivots, de comprendre des choses sur moi, qui ont fait que ça a ouvert des perspectives. Et que voilà, j'arrive aujourd'hui à me dire qu'en fait, d'abord, j'avais ma place, qu'ensuite, il était possible que je la prenne pour faire des trucs extraordinaires et qu'en plus, ça c'est mon métier, d'expliquer à tout le monde que tout le monde a sa place et que tout le monde peut faire des choses extraordinaires. Donc voilà mon parcours en quelques mots. L'origine, les éléments déclencheurs, je dirais que c'est plutôt une sorte de chute dans des choses de la vie qui ont été extrêmement difficiles et douloureuses, tu vois. De l'éducation, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, et puis une sorte de, je sais pas, moi j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, j'ai toujours pensé qu'en fait il y avait des tas de choses à faire, mais je vivais dans un endroit où, en tout cas, je vivais dans un environnement qui me le permettait pas, parce que dans cet environnement, évidemment, je me le permettais pas. Et donc, au bout d'un moment, je suis arrivé tellement à saturation. Je me suis séparé de mon ex-femme. J'ai eu un arrêt cardiaque très peu de temps après. Je pense que je suis arrivé au bout de moi, tu vois. Et quand je me suis relevé de ça, je me suis dit, ça peut pas durer. En fait, c'est même peut-être plus lâche que ça, parce que je me suis dit, j'ai fait plusieurs, on va dire, gros chocs physiques qui m'ont quand même amené tout près du gouffre. Mais ça, l'arrêt cardiaque, ça a été le plus fort, tu vois. Et donc je me suis dit, le prochain sera fatal. Donc, comme j'ai eu peur d'un prochain, je me suis dit, voilà, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur moi et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas très compliqué, hein. Je suis au croisement de tous les emmerdements de ma vie. Donc, s'il y a quelque chose à changer, c'est moi. Et donc, j'ai commencé à travailler sur moi sans y croire, parce que moi, je ne croyais pas du tout à tous ces trucs de coach, de psy, tout ça. Pour moi, ça, c'était réservé aux fous. Et donc, du coup, j'ai commencé. Et ça m'a ouvert des perspectives incroyables. J'ai découvert des trucs sur des espaces très courts, hein, d'une séance sur l'autre, hein. J'ai découvert des trucs hallucinants et ça m'a passionné. Et donc, du coup, j'ai tracé tout droit dedans. Et j'ai remis tout en question. Et puis finalement, j'ai pris un virage à 180, quoi. Alors, les 36 heures, c'est un projet très particulier, en fait. Les 36 heures, pour moi, c'est un projet qui va mettre les participants dans un questionnement qui sera automatiquement lié à la peur. C'est-à-dire participer à un événement qui va durer 2 jours, c'est ok, on va y aller toute une journée, une deuxième journée, mais un événement qui va durer 36 heures d'affilée, ça appelle des peurs à l'intérieur. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça va pas être trop d'informations, trop de gens, parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes, trop du même lieu, trop de lumière, d'intérieur, pas assez d'air. Les gens ont peur en fait. Et toutes les peurs ressemblent aux peurs, ce sont les mêmes qu'on a quand on décide de faire un projet personnel, quand on décide de s'engager dans, je sais pas, par exemple une histoire de couple, créer une famille, monter sa boîte, changer de job. En fait, finalement, on se dit la même chose. On dit, est-ce que je vais avoir assez d'énergie? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ça va pas être trop d'informations? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais comprendre? En fait, c'est exactement la même chose. Et donc, on s'est dit, on va faire une conférence qui va durer 36 heures d'affilée, qui était aussi un challenge pour moi la première année, parce que je ne savais même pas si j'allais tenir 36 heures d'animation de conférence. Et on va donner pendant ces 36 heures de levier pour que les gens comprennent qu'en fait, la ressource, ils l'ont. L'énergie, ils l'ont. La compréhension, ils l'ont. Ils ont tout, en fait. Et donc, l'idée, c'est que les gens sortent de là en se disant je remets intégralement en question ce que je crois de moi. En fait, ce que je crois de moi en partant d'ici, c'est totalement l'inverse que ce que je croyais en arrivant. Voilà, c'est ça notre objectif. Et après, la première année était pour moi un gros challenge parce que je ne l'avais jamais fait. Mais les années suivantes, c'est aussi pour moi parce qu'il y a des gens qui font plusieurs fois. Donc eux, ils reviennent comme moi en se disant, je l'ai fait une année, mais est-ce que je vais le refaire une deuxième année? Est-ce que je vais tenir la deuxième année? Comment je m'y prépare? Et donc du coup, là, on est encore dans les mêmes perspectives que lorsqu'on développe un projet personnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé les appréhensions, de la première fois. Après, on commence à dire, ok, comment je me prépare mieux?
comment mon corps va tenir, comment mon mental va tenir et comment je vais aller sur la durée en fait. Et c'est une expérience incroyable pour tout le monde. Les gens qui sont là, les invités qui sont avec moi, moi, l'équipe, enfin vraiment c'est une expérience à chaque fois incroyable. Si j'ai quelque chose à dire aux gens, c'est qu'ils se trompent sur une chose, sur l'idée qu'ils puissent ne pas être capables. Et ça, c'est la première chose. Vraiment, je pense que c'est le gros truc qu'il faut effacer. En fait, l'intégralité des gens ont les moyens et les ressources pour monter des projets. Après, tout le monde ne montera pas le même type de projet. Il y a des gens qui vont être calibrés pour monter de très gros trucs. Il y a des gens qui vont être calibrés pour monter des trucs peut-être plus intimes, plus familiaux, mais qui vont être des réussites, tu vois. Et l'idée de se dire, je n'ai pas les ressources pour ça, je pense que c'est le plus gros piège. En fait, on a tous l'intégralité des ressources. Tu sais, dans les 36 ans, on a reçu des gens. Je pense, tu sais quoi, je pense à Yannick Noah qui est venu. En fait, Yannick Noah, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, tout le monde le voit comme un type qui a été un sportif de haut niveau, qui a été un grand chanteur, enfin quelqu'un qui a eu du succès dans la chanson. En fait, c'était un petit mec au milieu de la brousse. C'est-à-dire qu'il est parti de rien, de zéro connaissance, zéro réseau. Il n'avait même pas de raquette. Il avait bidouillé un couteau avec une planche de bois. Franchement, là, quand tu te dis ça part de rien, le môme a rien. Et en fait, il arrive continuellement à trouver des ressources pour parvenir à obtenir ça, à rencontrer machin. Et en fait, on pourrait regarder son parcours et dire il est béni des dieux ou il a la chance. Et en fait, pas du tout. En fait, il sait regarder les choses, saisir les opportunités, rencontrer les gens, mais tout ça avec une telle innocence. Tu vois, c'est pas du tout un stratège. Et donc, du coup, il a réussi à faire des choses extraordinaires. Je pense à Lucie Carrasco. Elle est dans un fauteuil, elle peut bouger que le bras droit. Et pourtant, c'est une styliste incroyable. Elle fait de la mode pour les enfants, de la mode pour les adultes. C'est Shakira, ouais, c'est ça. Et d'autres grandes stars américaines qui portent ces robes. Et cette fille, c'est la simplicité même. Alors, c'est une rebelle dans sa tête. Elle peut pas faire grand-chose dans son corps, mais dans sa tête, voilà quoi. Elle est tatouée. Enfin, elle est incroyable cette fille. Et tu vois, on pourrait dire, l'intégralité des gens pourraient dire de sa situation, ça ne donnera rien. Elle ne pourra rien proposer. Et en fait, elle propose des trucs qui sont des succès dans le monde. Donc, en fait, ne partons pas du principe qu'en fait nous manquons de ressources. Nous les avons absolument toutes. Et dès lors qu'on ne se pose plus la question de savoir est-ce qu'on les a ou pas, mais qu'on sait qu'on les a, on n'agit plus de la même façon. On ne saisit plus les opportunités de la même façon. On ne crée plus de la même façon. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est un bon entrepreneur. J'ai rencontré des entrepreneurs brillants, des entrepreneurs riches et stupides. J'ai rencontré des entrepreneurs très intelligents et pauvres. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui ont créé des sociétés et qui ont fait ce qu'ils ont pu. Il y en a qui ont très bien réussi, il y en a qui n'ont pas du tout réussi. Mais en revanche, je crois que ça nécessite au moins deux choses. C'est l'amour de son produit et l'amour des gens qui le consomment. À minima, il faut ça. Et quand tu rencontres des gens, même moi j'en ai rencontré des chefs d'entreprise qui sont des managers horribles, qui sont même des chefs d'entreprise sont horribles avec leurs équipes. Il y a toujours, quand ils ont leurs produits dans la main, il se passe quelque chose. Et quand ils parlent de la personne qui consomme ce produit, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que eux peuvent être des gens qui ont vraiment peu de scrupules, mais en fait il y a toujours une part d'amour pour au moins ces deux choses-là. Et chaque fois que j'ai vu des entrepreneurs qui aimaient leurs produits et qui aimaient les gens, à minima, les gens qui le consommaient, ça faisait toujours un succès. Après, si on rajoute par-dessus ça une espèce de volonté, moi je veux pas dire de réussir, mais de vivre une aventure géniale avec son équipe, moi c'est ce que je vis. Alors là, ça rajoute des cerises sur le gâteau et des cerises sur le gâteau. Hein. Mais vraiment, quand tu as à minima ces deux trucs-là, franchement, ça peut cartonner. La seule chose qui me fait peut-être un peu flipper, c'est peut-être plus quelque chose qui me concerne, c'est que cette vie m'a mis dans une position, dans une posture où j'ai le sentiment que
ma place peut apporter énormément aux gens. Donc j'essaye d'être très présent, j'essaye d'être très disponible, j'essaye d'être très très généreux dans les informations que je livre en vidéo ou dans mes programmes. Enfin, c'est beaucoup d'informations et j'essaye d'être vraiment généreux de ça. Je pense que là où je suis vigilant, c'est que j'ai vu beaucoup de gens se faire attraper par le pouvoir. Et moi, je me dis, voilà, si j'ai un œil quelque part, je me dis, voilà, regarde si tu confonds pas puissance et pouvoir. Et parce que j'ai vu des gens tomber près de moi alors que c'était des gens talentueux, merveilleux, ouverts, généreux, mais qui par cette place-là, où ils se sont dit, tiens, apparemment les autres ont besoin de ce que je porte, sont tombés dans un truc de pouvoir, dans un truc de manipulation. Donc moi je me dis, je suis pas à l'abri de ça, hein, je suis pas plus intelligent, comme je disais tout à l'heure, je suis pas plus intelligent que les autres. Donc moi c'est la petite vigilance que j'ai. Je me regarde et je me dis, ok, on est toujours dans puissance, partage, générosité, ok, ça va. Et si je commence à me dire, attention, là, le pouvoir, c'est quelque chose qui me fait flipper. J'ai jamais vu beaucoup de gens s'en sortir, tu vois, parfaitement avec ça, quoi. Je crois qu'à bout d'un moment, ça nous bouffe. Hein. Ouais, bah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et d'abord, tous les gens qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui ont fait mes programmes, qui sont venus à mes événements, enfin, tous ces gens sont des gens qui m'ont porté clairement. Après, il y a des gens qui sont plus déterminants ou qui m'ont aidé à être plus déterminé. Moi, je dis toujours mes mentors, c'est un Michel et 3 Philippe. Donc c'est Michel, en fait, c'est le mec qui m'a véritablement ouvert les voies du développement personnel. Il m'a fait travailler, ça a été mon premier coach. Et donc avec lui, j'avais le sentiment de traverser le Grand Canyon à chaque séance. Il y avait ma vie avant la séance et ma vie après la séance. C'était vraiment, les transformations étaient tellement incroyables. Donc lui, c'est Michel Riu et c'est un mec voilà, que je ne cesse de remercier chaque matin quand je me lève. Et puis mes 3 Philippe, c'est Philippe Faure. Philippe Faure, c'est mon grand pote, quoi. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'adolescence. Et lui, un jour, il a eu la mauvaise idée de me dire passe à la maison quand tu veux. Et donc, du coup, j'étais chez lui tout le temps. Mais chez lui, on pouvait parler de tout, ce qui n'était pas possible ailleurs dans ma vie. Et chez lui, on pouvait parler de philosophie, on pouvait parler de religion, on pouvait parler de littérature. Et moi, je faisais des études d'histoire de l'art et lui, il peignait. Donc, on se prenait des après-midi ensemble à dessiner, à peindre en picolant un peu et en faisant des gros délires. Mais c'est là où j'ai vraiment trouvé une sorte d'autorisation à parler, à m'exprimer, à donner mon avis et sous l'œil bienveillant d'un mec plus vieux que moi, d'une famille, hein, parce que c'est lui, sa femme, ses enfants, mais qui me permettait de parler et qui a été une oreille attentive. Donc ça, c'est Philippe, c'est mon grand pote, quoi. Après, il y a Philippe Plaisance. Philippe Plaisance, c'est un grand producteur de télévision. C'est quelqu'un qui a été très très influent dans le domaine de l'image et du divertissement. C'est un homme extraordinaire. Alors pour le coup, là, on est vraiment dans la puissance, la générosité. Vraiment, c'est un type incroyable. Et ce bonhomme, je l'ai rencontré dans le cadre d'un job. En fait, il cherchait quelqu'un pour être son bras droit sur un coup, quoi, sur une affaire. Et en fait, j'ai été son bras droit pendant 2 ans. Et je pense que là, j'ai appris des milliards de choses. Je pense que j'ai jamais eu quelqu'un devant moi aussi généreux en information. Et comme ce mec a quand même réussi énormément de choses, qu'en plus, c'est un grand sportif, mais c'est aussi, on va dire presque même un grand philosophe. C'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert sur plein de choses. Il est très, très cultivé. Donc, j'ai appris des milliards de choses. Et donc, lui, je lui dois déjà le début de ma carrière, parce que j'ai démarré ma carrière avec un programme sur l'état d'esprit, la conscience de richesse. Et en fait, cette conscience de la richesse, je l'ai appris avec lui. Hein. On travaillait 20 heures par jour ensemble. 20 heures. Donc, on dormait peu. Et donc, le reste du temps, j'étais avec lui, je l'écoutais, je notais. Et après, quand je voulais donner mon avis, je me disais, mais non, ferme ta gueule et laisse-le parler. Et ça a été vraiment mon plus grand professeur. Et puis après, il y a Philippe Planels, qui est aujourd'hui encore mon associé. C'est quelqu'un qui m'a aidé à mettre le pied à l'étrier d'un métier qui est celui que j'ai quasiment depuis toujours. C'est celui de scénariste. J'ai commencé ma carrière en tant que comédien, ensuite scénariste, et après, je suis allé au développement personnel. Et en fait, quand on écrit, on livre quelque chose de soi. Et en fait, quand on est jeune scénariste, on est totalement apeuré à l'idée de donner un scénario qui est notre bébé à quelqu'un qui va dire c'est nul, etc. Et en fait, j'ai donné mon scénario à Philippe et Philippe m'a aidé à produire le premier film que j'ai écrit. Il m'a aidé à le produire, il l'a produit lui-même d'ailleurs.
Et ça a été un gros succès. C'est un film qui est passé en télévision et qui a été un gros succès en télévision. Et ce mec m'a donné une autorisation d'être un artiste, en fait. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Enfin, et aujourd'hui, on est associés, on a une société de production tous les deux. Et on est associés, on monte des projets de films pour le cinéma et la télévision. Enfin, voilà quoi. Et ces gens ont été à la fois mes grands frères, mes pères de substitution, puis parfois même mes petits frères. Mais voilà, c'est les 4 grands piliers qui m'ont permis de progresser. Après, évidemment, il y en aurait plein. Et puis, je pense aussi à mon équipe qui est aujourd'hui près de moi. Je veux dire, je sais bien que si j'ai pas cette équipe-là, je fais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de monde. J'ai appris que par réflexe, un réflexe qui est souvent porté par l'éducation ou la culture des gens, par réflexe, l'humain va passer son temps à essayer de défendre son identité. Qui il est, il veut être reconnu, il veut être encouragé, il veut être aimé, il veut être embrassé, il veut être applaudi, et il veut surtout pas être critiqué, surtout pas être moqué. Et j'ai le sentiment qu'en fait, ça lui occupe 99,9% de son temps, de ses questionnements, de ses actions, de ses choix, etc. Et en fait, cet humain-là, qui est l'humain contemporain en Europe, dans un pays occidentalisé, cet humain-là, comment on va dire, j'ai l'impression que c'est mon frère que j'ai envie de prendre dans mes bras. J'ai envie de lui dire, laisse tomber en fait. Tout ça c'est beaucoup de temps perdu en fait. Il y a un regard que tu peux avoir sur toi qui peut te permettre de comprendre justement l'immensité de la puissance que tu as. Et cette immensité de puissance, tu peux t'en servir pour créer ce que tu veux vraiment. Et aujourd'hui, tous mes programmes parlent de ça. On travaille pendant 9 mois sur un programme qui s'appelle Tout est possible, avec des centaines de gens. Et le programme consiste constamment à répéter ça pour faire l'expérience de ça. Et il y a des gens qui arrivent à faire en 3 mois ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 10 ans, en 15 ans. Parce qu'ils comprennent qu'en fait, ils peuvent travailler avec les ressources qu'ils ont et non pas à attendre constamment que les autres veuillent bien les aider. Et ces ressources, c'est ce que j'appelle la puissance, l'immense puissance qu'on a au fond de soi. Ces ressources, cette puissance-là, dès qu'elle est mise au service de ce qu'on veut vraiment, ça transforme des vies. Et donc, du coup, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ok, l'humain passe beaucoup de temps à se considérer ou à vouloir préserver son identité. Mais vraiment, les gars, lâchez ça et venez découvrir les ressources que vous avez et vous allez voir, c'est juste incroyable. Et dès lors qu'on commence à piger le truc, parce que ça va très vite. Nous, on fait le programme en 9 mois, mais à partir de 3 mois, les gens, ils ont pigé le truc. Et après, le reste, c'est les vacances. On s'amuse, on matérialise exactement ce qu'on veut. Ils font des vœux, ils les exaucent. Enfin, c'est magique. Mais parce que c'est un système où on arrête de préserver notre identité, on travaille sur la ressource et comment la ressource peut nous emmener là où on veut aller. Dès que l'humain a compris ça, et c'est pour ça que le potentiel humain est pour moi le plus beau des sujets, dès que l'humain a pigé son potentiel, ça devient colossal, quoi. Vraiment.